rencontre toujours du nouveau, des nouvelles personnes, des nouveaux projets. Le fameux « Ah, ça va être un best-seller ou pas », là. Il n'y a personne qui a ça. Si on le savait, là, on ferait rien que des best-sellers tout le temps. Il n'y a pas de recette. La littérature québécoise, si elle est littérature, elle doit s'ouvrir au monde, parce que le monde passe ici. Chaque fois que je tiens un livre pour la première fois, je ressens quelque chose de particulier. Une forme de frénésie, d'excitation. Je sais que je m'apprête à plonger dans un monde d'émotions et d'évasion. On doit bien sûr ce plaisir inépuisable aux architectes de la littérature, aux auteurs et autrices, mais aussi à bien d'autres personnes qui assurent que ces histoires trouvent le chemin jusqu'à nous. À commencer par les bâtisseurs invisibles, les éditeurs et éditrices. Leur travail est vaste, complexe, et leur parcours est rempli d'excellentes anecdotes. Quelle a été la réaction de l'éditeur après la lecture du premier livre de Michel Tremblay? Comment s'est passé le travail d'édition sur La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, qui avait présenté un manuscrit de plus de 600 pages à la maison d'édition? Le moment est venu de leur donner la parole pour qu'ils et elles nous partagent leur histoire du livre. Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet et je vous propose une incursion inédite au cœur des maisons d'édition du Québec, là où le goût du risque et la passion font naître le meilleur de notre littérature. Découverte, fébrilité, bienveillance. Et ici, le chemin. Confiance, bienveillance. Enthousiasme, fébrilité, verte. Chut! Secret d'édition, épisode 1. Rencontrer. Moi, j'ai été abonnée à la bibliothèque quand j'avais 6 ans. J'avais 3 frères. Avec les 2 plus vieux, on allait à la bibliothèque une fois toutes les 2 semaines, mais on partait, c'est la grande aventure, c'était à 10 rues de chez nous, puis on partait les 3 main dans la main pour aller à la bibliothèque. Et j'ai toujours adoré les bibliothèques. Pour moi, c'est comme un magasin de bonbons, là. Fait que j'ai travaillé après en bibliothèque jeunesse. Celle qu'on vient d'entendre, c'est Carole Tremblay, une éditrice jeunesse qui œuvre dans le milieu de la littérature depuis près de 30 ans. Avant de devenir éditrice, elle a été tour à tour libraire, bibliothécaire, critique, animatrice, directrice littéraire et autrice de non pas 1 ou 2 livres, mais près de 60 livres pour la jeunesse. La passion des livres vient pas en fait de la littérature jeunesse. C'est un peu un hasard que je me suis retrouvée en littérature jeunesse, mais j'avais une passion des livres dès ma tendre enfance. Elle travaille aujourd'hui pour La Courte Échelle, une maison d'édition incontournable au Québec, puisque c'est la toute première maison d'édition qui s'est consacrée exclusivement à la littérature jeunesse. Carole se remémore ses premières rencontres avec des œuvres qu'elle a elle-même publiées. Mais les premiers vrais livres que je dirais que j'ai eu l'impression que c'était mon projet d'édition, c'était chez Bayard Canada, où j'ai développé une collection qui s'appelle Zèbre. On visait les lecteurs récalcitrants, donc on essayait de mettre beaucoup de visuels à travers les textes, mais qu'on ne voulait pas illustrer l'histoire comme on fait normalement un roman illustré. On voulait que les éléments graphiques, les éléments visuels participent à la construction du récit. Une fois que le concept a été défini, bien, il fallait que je cherche moi-même les auteurs pour contribuer. Dans les manuscrits que la maison recevait, j'avais identifié des trucs que je sentais chez les auteurs, une espèce de... C'est une possibilité que, oui, ils pourraient faire ça. Donc, c'est des auteurs que j'ai rencontrés, donc Julie Champagne et Alexandre Côté-Fournier. Je les ai rencontrés pour leur expliquer mon concept de collection. Puis, finalement, ça a porté ses fruits parce que les 2 ont publié des titres dans cette collection. Puis après, quand je suis passée à La Courte Échelle, ils m'ont suivi à La Courte Échelle. Des gens avec qui j'ai développé vraiment un lien particulier. La Courte Échelle a fait faillite. Les dernières années, ça allait plus ou moins bien, donc il fallait revoir l'ensemble de la ligne éditoriale pour voir qu'est-ce qui marchait pas, puis essayer de développer des nouvelles avenues pour remettre La Courte Échelle en marche. Donc moi, je m'étais rendu compte que les enfants adoraient les histoires de peur. Je me suis dit, il faut faire une collection d'horreur. Chair de poule connu un grand succès, mais c'est des traductions de l'américain. Mais moi, je voulais une littérature d'horreur d'ici, écrite par des auteurs d'ici, dont les actions se déroulent dans le contexte ici. J'essaie de voir qui aurait envie d'écrire de l'horreur. Donc, j'ai au départ lancé des invitations. Et le premier que j'ai reçu, je me rappelle, c'est François Gravel. Il m'avait envoyé comme les 4-5 premières pages, puis il m'a dit « Ça serait ça le ton que tu voudrais? »
Puis je dis, c'est exactement ça. Fait que là, il a écrit le premier qui s'appelle Un chant maudit. Bien, l'ambiance, déjà, François Gravel, il est bon pour installer des ambiances. C'est pas tant des intrigues complexes et pleines de rebondissements, c'est surtout un talent pour instiller une ambiance étrange et une tension, puis tu sais pas d'où elle vient, puis des fois, il se passe pas grand-chose, mais tu sens cette ambiance-là oppressante dans sa façon d'écrire. Il y a plein d'histoires aujourd'hui dans le monde qu'on ne raconte pas. Ou bien on les raconte mal, ou bien on les raconte dans des perspectives biaisées. Il y a tellement d'angles morts, il y a tellement de récits, et c'est des récits humains. On entend la voix de René Saint-Éloi, un poète, écrivain et essayiste, éditeur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier qu'il a lui-même fondée en 2003 à Montréal. Depuis ses débuts, Mémoire d'Encrier a pour mandat de réunir des auteurs et autrices d'origines multiples, autour de la seule exigence de l'authenticité des voix. René se souvient encore très bien d'une de ses premières rencontres marquantes en tant qu'éditeur avec nul autre que Joséphine Bacon. La première fois que j'ai rencontré Joséphine, c'était autour d'une table où on mangeait ensemble. C'est une petite femme très, très belle, et puis très timide et qui ne sait pas ce que c'est qu'être poète, parce que dans sa langue, Inuaimun, le mot écrire n'existe pas. Donc c'est elle qui écrit et c'est elle qui invente pour sa communauté, en fait, le mot écrire. Rita Mistokosho avait écrit avant, mais avec Joséphine, ça a pris un autre tournant. C'est comme si Joséphine vient confirmer que le verbe écrire existe même dans les réserves. Joséphine Bacon dit souvent d'elle-même qu'elle n'est pas poète, mais que dans son cœur, elle parle un langage rempli de poésie où résonne l'écho des anciens et anciennes qui ont jalonné sa vie. Mais si on regarde son parcours, elle est sans l'ombre d'un doute l'une des poètes et autrices phares du Québec. Joséphine Bacon est Innu, originaire de Pessamit. Elle a écrit plusieurs recueils, dont Bâton à message, Nous sommes tous des sauvages et Un thé dans la toundra. Et puis on s'est adopté. Elle m'a adopté et je l'ai adopté. Et puis je me suis prêté à écouter son histoire. Puisqu'il y a la poésie, mais il y a aussi cette histoire humaine. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'il y a derrière Joséphine Bacon? Il y a tous les anthropologues québécois. Il y a le lien qui est fait avec la communauté québécoise, le lien avec Amitita, parlons-nous. J'ai été toujours étonné de voir qu'il y a autant de fractures dans une société. En fait, et je me suis reconnu beaucoup chez Joséphine Bacon, comme je viens d'une terre qui connaît beaucoup de souffrance et je reconnais la souffrance de Joséphine Bacon et je reconnais sa résistance. Comment résister? Comment ne pas se faire broyer par la machine coloniale? Et pour moi, la présence même de Joséphine Bacon était en soi un acte décolonial. C'est-à-dire porter le regard de la société sur une autre histoire. René ne travaille pas seul chez Mémoire d'Encrier. Il est en train de passer le flambeau de l'édition à Yara El Gadban, qui, en plus d'être éditrice, est aussi romancière et anthropologue. Elle est l'autrice de 5 livres, dont L'ombre de l'olivier, Je suis Ariel Sharon, La danse des flamants roses et Les racistes n'ont jamais vu la mer, un livre qu'elle a justement coécrit avec René Saint-Éloi. Il y a 2 moments qui me viennent en tête qui sont très marquants pour moi à titre d'autrice et d'éditrice. Nadia Chonville, cette jeune femme de Martinique, une intellectuelle, une femme engagée et qui, en fait, a l'impression qu'il y a un volcan qui l'habite. Rodney m'avait envoyé en fait son manuscrit. Rodney la connaissait bien et il avait déjà commencé à travailler avec elle sur Mon cœur bat vite. J'ai reçu le texte et dès que j'ai lu les 2 premières lignes, en fait, j'ai tout de suite appelé Rodney. J'ai dit oh, cette femme, elle a une voix. Elle a une voix. C'est ces moments-là qui sont insondables. On peut pas. Souvent, les gens nous demandent comment vous choisissez un manuscrit, et c'est vraiment ce sentiment-là.
c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, mais tu le sais tout de suite dès que tu commences à lire qu'il y a une voix là et qui, en fait, demande d'être entendue. Je pense à Nadia et tout de suite me revient à l'image d'un autre écrivain, un écrivain qui est mort, qui n'est plus vivant, mais qui est plus que jamais vivant, et c'est Jacques Roumain. Jacques Roumain avec Les Gouverneurs de la Rosée. En fait, ça reste jusqu'à aujourd'hui l'un des plus beaux romans que j'ai lus de ma vie, l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues de ma vie, et ça a été mon introduction à la littérature haïtienne. Et c'est ça, Mémoire d'Encrier, c'est voir cohabiter des voix comme Nadia Chonville et Jacques Roumain. Et voir, en fait, à travers ces deux-là, on voit aussi toutes les littératures caribéennes, toute une histoire aussi par rapport à, non seulement à l'esclavage, mais à la résistance et comment reconstruire la vie. J'ai une petite anecdote par rapport à un Gouverneur de la Rosée parce que j'étais tellement, mais vraiment émue par ce roman. Je rentre à la maison et je parle à ma mère. Ma mère, c'est une grande lectrice, mais elle lit seulement en arabe. Et j'ai dit, « Ah maman, j'ai lu ce roman, il est incroyable, c'est un grand classique de la littérature haïtienne. » Et puis là, je traduis, mais de manière très improvisée, le titre en lui disant « Sadat el-Nada ». Et puis là, elle me dit, « Oh, mais je connais ce roman. » Je lui dis comment? Elle me dit, « Mais oui, je l'ai lu quand j'étais jeune. » Et elle est allée chercher dans sa bibliothèque une édition arabe des Gouverneurs de la Rosée qu'elle avait lue dans les années 70. C'est pour vous dire comment la littérature n'a pas de frontières. Et c'était un moment incroyable entre moi et ma mère. Elle l'avait lu en Syrie. Mon premier livre comme éditrice, c'était comme éditrice jeunesse. Je venais d'arriver en poste et donc j'écumais les manuscrits à la recherche de justement ce qui serait mon premier projet. Et je suis tombée sur un manuscrit de Laurent Teillet qui s'appelait « Les poèmes ne me font pas peur » et qui est un récit poétique pour adolescents. Catherine Ostiguet est éditrice aux Éditions du Boréal. Elle a commencé comme éditrice jeunesse avant d'étendre sa pratique à la littérature. D'ailleurs, Boréal, c'est une des maisons d'édition très importantes au Québec qui compte plus de 2500 titres. Fondée en 1963 à Trois-Rivières, la maison nous a permis de découvrir des voix incontournables de notre littérature, comme Gabrielle Roy, Marie-Claire Blais, Marie Laberge, Dany Laferrière et Robert Lalonde. Le texte est paru en 2015, donc on est en 2014 à peu près. Il n'y avait pas eu, à ma connaissance, d'autres textes comme celui-là, de récits, donc avec un fil narratif continu, mais en vers libre, dédié vraiment à un public d'adolescents. Je trouvais ça complètement renversant qu'ils nous fassent ça. Je l'ai lu, puis immédiatement, j'ai dit « Mais mon Dieu, mais c'est quoi cette proposition-là? » Ça sortait tellement de l'ordinaire, puis c'était tellement fort comme proposition que je me suis dit mais que ça devait être ça, mon premier projet, parce qu'il fallait marquer le coup, tu sais, il fallait pas faire un livre comme les autres. C'est ce texte-là aussi qui a donné plus tard l'impulsion de départ à la création de la collection Brise-Glace, une collection vraiment dédiée à la poésie jeunesse pour les adolescents, pour les jeunes adultes. On arrive aux Éditions du Boréal. Ici, on a nos nouveautés, nos livres de la saison. J'y voyais vraiment une porte d'entrée vers la poésie. On le sait que c'est un genre littéraire qui fait peur aux jeunes lecteurs. Ils sentent pas que ça s'adresse à eux. Mais là, c'est sûr que quand on crée une collection, c'est parce qu'il faut avoir des textes. Quand la collection n'existe pas, on n'en reçoit pas des soumissions. Alors, j'ai appelé Christina Gauthier-Landry, qui est une poète de grand talent et qui est mon amie. Et j'ai appelé Lucille de Pélouan pour les mêmes raisons. Et je leur ai demandé des textes. Je leur ai dit, toi, est-ce que ça te brancherait? Est-ce que ça t'exciterait d'écrire pour les ados? Et les deux, instantanément, m'ont dit oui. Ils ont dit, oh mon Dieu, oui, il y a tellement de matériel. Oh mon Dieu, j'irai pas chercher loin.
1 an, 8 mois plus tard, j'avais des textes qui m'arrivaient sur lesquels on a commencé à travailler. La collection Brise-Glace compte aujourd'hui 7 titres, dont Ghosté de Sarah Dignard, Projet personnel de Renaud Jean et Saison chaude de Brigitte Vaillancourt. Il n'y a pas de grille de critères pour sélectionner un manuscrit. On se fait souvent poser la question, on fait un métier qui est éminemment subjectif, on s'en sortira pas, hein? On voit tout de suite au bout de quelques pages, si le texte va nous plaire ou pas. C'est rare qu'on va lire 50 pages puis faire « Ah oui, enfin, il se passe de quoi? » Mais il faut se dire qu'on reçoit tellement de manuscrits aussi qu'on ne peut pas se permettre de lire 300 pages avant de se dire « C'est bon, c'est pas bon. » À un moment donné, il faut rentabiliser son temps, là. Mais en général, tu vois tout de suite au ton s'il y a de la vie dans le texte, s'il y a quelque chose qui te donne envie de lire. Au Boréal, on est un comité littéraire. Il y a peu de maisons au Québec qui fonctionnent par comité. Donc, on est une équipe. On se réunit environ 1 fois par mois. On parle des manuscrits qui nous sont parvenus, soit par les voies traditionnelles, soit par des auteurs qui nous ont écrit directement pour nous faire part d'un nouveau projet. Puis on en discute entre nous. Il faut que ça crée des images dans ma tête. Quand je lis les premières pages, j'ai l'impression déjà d'être au cinéma puis de les voir, les images dans ma tête. Je me dis, il y a quelque chose. Là, j'ai envie de continuer parce que j'ai envie que ces images-là se poursuivent. C'est un peu comme un coup de foudre amoureux. Il faut que ça se passe dès le début. C'est pas une question de c'est bon, c'est pas bon. C'est une question d'affinité avec... ça résonne en nous comme personne, là. Tous les goûts sont dans la nature. Et des fois, il y a des textes qu'on va refuser en disant, mais il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer davantage que moi, qui va en prendre mieux soin que moi. C'est ça, en fait, être éditeur, les gens pensent que c'est un métier de pouvoir, mais plus j'avance dans ce métier-là, plus, en fait, j'apprends à être humble, au contraire, et à me laisser interroger par les textes, à me laisser déstabiliser par les textes. Et c'est ça, véritablement, lire un texte, lire un manuscrit, c'est savoir, c'est sentir, moi, en tout cas, dès que je sens qu'un texte m'a ébranlé, pas seulement sur le plan émotif, mais sur le plan de mes présomptions, de ce que je pensais savoir du monde, de ce que je pensais savoir de l'histoire, de ce que je pensais savoir même d'être femme. Et puis là, je lis un texte et je me rends compte, mais je ne savais rien. Moi qui suis femme, je ne savais rien. Et c'est ça, en fait, le travail d'édition. Souvent, on travaille avec des auteurs qui ne sortent pas des programmes de littérature ou de création littéraire ou d'édition. Nos auteurs ne sont pas, en fait, sont à la marge de système qui produit les écrivains. C'est des écrivains un peu par la force des choses, par l'expérience. L'écriture souvent est venue pour les sauver même, les sauver d'eux-mêmes pour qu'ils puissent parler à leurs fantômes. À Mémoire d'Encrier, c'est pas simplement une question de choisir un manuscrit ou pas, c'est aussi un travail, mais vraiment avec l'auteur, sur qu'est-ce que c'est être écrivain, sur l'écriture, souvent comment déterrer la voix parmi toutes les blessures. On est souvent face à des expériences humaines limites et qui vont au-delà de l'analyse des mots, de l'analyse de la structure d'un roman. On est face à des narrations qui n'ont rien à voir avec la narration classique occidentale. Et donc, si un texte tombe entre les mains de quelqu'un de très canonique, ils ne vont pas passer 2 minutes là-dessus. Nous, on édite autrement et on édite à Mémoire d'Encrier dangereusement. C'est peut-être pas quelque chose de toujours dangereux, mais la réception des manuscrits peut être assez excitante en effet. C'est souvent un moment magique quand on tombe sur une perle rare, comme nous le raconte Catherine. Je me souviens, à cette époque-là, on recevait encore les manuscrits en version papier par la poste. Puis j'avais reçu ce gros manuscrit, quand même assez long, d'un gars qui s'appelait Nicolas Delisle-Lheureux. Ça s'appelait « Les enfants de chienne ». Déjà, le titre, t'as le goût d'aller voir de quoi ça parle. Puis c'était un magistral roman réaliste, une amitié de 3 enfants qui deviennent adolescents, qui deviennent adultes, dans une espèce de huis clos, une petite ville dans le fond du bois sur la côte nord.
d'où personne ne part jamais. Et puis, c'était une ambiance tellement particulière. Il y avait une maîtrise dans la langue. Il y avait des personnages qui étaient hyper développés, hyper bien campés. Il n'y a rien que j'ai pas aimé de ce roman-là. Et j'étais, renversée. Et là, je me suis mis à faire des photocopies pour mes collègues. J'ai dit, lis ça vite, dépêche-toi. Il faut qu'on lui écrive, il faut qu'on lui dise qu'on veut le faire, il faut qu'on se dépêche. Le livre dont parle Catherine, Les enfants de chienne de Nicolas Delisle-Lheureux, a finalement été publié en 2022 aux éditions du Boréal. Je pense que c'est la première année j'étais à la courte échelle. Je faisais moi-même le tri de tous les manuscrits. Puis quand il arrivait en papier, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme un peu l'impression comme « Ah ouais, c'est du monde qui n'a pas compris comment ça marche maintenant. » Tu sais, comme... Fait que là, j'ouvre l'enveloppe, il y avait un dessin d'enfant qui faisait comme la page couverture qui avait été dessinée par un dessin d'enfant. Ça, en littérature jeunesse, là, c'est comme ça fait. J'ai écrit un livre pour mon enfant, il a adoré l'histoire, et ça, on en reçoit, là. Puis c'est en général plus convenu les unes que les autres, ces histoires-là. Fait que là, je l'ai mis sur la pile en me disant je le lirai quand j'aurai plus de temps, là, chez Dose Urgence. Puis là, il a traîné pendant un certain temps, là, puis je me dis bon, non, il faudrait bien que je le lise, là. Puis là, j'ai lu, mais avec vraiment plein de mauvaise foi, je dirais. Comme, faut le faire, il est là, faut le lire. Fait que j'ai commencé, puis dès la première lecture, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est complètement éclaté comme histoire. Il y avait quand même de la vie là-dedans, quelque chose d'un point de vue original. Vraiment, il y avait plein de gags, ça partait vraiment dans tous les sens. Puis je le voyais là, visuellement, que c'était pour donner quelque chose d'intéressant. Fait que là, j'ai fait « Oh, wow, écoute, c'est vraiment pas ça que je pensais. C'est pas l'histoire, la millième histoire du petit château perdu que la maman a raconté à ses histoires le soir puis qu'elle voulait en faire un livre. » J'ai dit « Mais il faut absolument contacter cette personne. » Puis là, je me rends compte que j'ai jeté l'enveloppe et que cette personne en question n'avait pas mis ses coordonnées sur la première page. Fait que j'ai juste ça, ce manuscrit-là. Puis dans le bas de la page, il y avait son nom, Evelyne Payette. Quand on reçoit un manuscrit qui est spécial, là, pour moi, c'est de lire quelque chose qui, à la fois, sur le plan narratif, l'histoire est captivante, c'est bon, mais quand il y a une voix, là, quand il y a un style, il y a un souffle, un élan, là, tu le sais souvent dès les premières lignes, dès les premières pages. Là. C'est sûr que moi, je deviens, excitée comme une puce. Je veux le faire lire à tous mes collègues. Je veux entrer en contact avec cette personne-là aussi. J'ai hâte de la rencontrer. J'ai hâte de voir si on a la même vision de ce livre-là. J'avais un bon manuscrit, j'étais toute excitée et j'avais pas moyen de la contacter. Donc, je l'ai googlé, puis là, j'ai vu qu'il y avait une Evelyne Payette qui travaillait pour une compagnie de théâtre jeunesse. Je me suis dit, ça a peut-être un lien jeunesse, puis il y avait quelque chose de tellement vivant et théâtral là-dedans que ça se peut. Fait que là, j'ai contacté la compagnie de théâtre. Quelqu'un chez vous aurait envoyé un manuscrit à la courte échelle. Puis finalement, c'est elle m'a rappelé. Oui, c'est moi, ouais. Puis là, on a publié finalement Mammouth Rock. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon animal de compagnie préféré, l'Elephas primigerius, ou Mammouthus, plus communément appelé Mammouth. Mammouth Rock, c'est un projet très éclaté écrit par Evelyne Payette et illustré par Guillaume Perrault. On suit l'histoire de Louis, qui nous fait découvrir une nouvelle espèce d'éléphant à travers une enquête scientifique très drôle et originale. Donc, c'était son premier texte. Puis après, le livre a gagné le prix des libraires. Il était finaliste au prix TD. C'est ce qu'on a connu comme une heure de gloire, mais il aurait bien pu finir dans le panier de recyclage parce que j'avais jeté l'enveloppe. Dans ce cas-ci, avec Mammouth Rock, le choix a été clair pour Carole. Mais est-ce que c'est toujours aussi évident de sélectionner les manuscrits qui seront édités? Comment font les éditeurs et éditrices pour choisir parmi les centaines de propositions qui s'accumulent? La vérité, c'est qu'on reçoit autour de 800 manuscrits par année. Et nous sommes une petite équipe, nous avons un comité de lecture, mais c'est humainement impossible de lire tous ces manuscrits-là.
Au Boréal, on reçoit, je dirais, 50, 60 manuscrits par mois. Donc, plusieurs centaines par année. C'est énorme. Donc, on fait un premier tri. On va aller lire les premières pages de chacun, les premiers chapitres. Je pense qu'à la courte échelle, on doit recevoir comme entre 300 et 400 manuscrits par année. On en publie une vingtaine. Ce qui est dur, c'est de refuser tous les autres textes, en fait. Il y en a pour lesquels c'est facile. On se rend compte que, mettons, des trucs de science-fiction ou de fantasy, c'est pas pour nous. Ça va être facile de les discarter, dire on n'est pas la bonne maison pour ça. C'est toujours une question qu'on se pose, comment faire pour ne pas rater la perle rare. Mais nous sommes beaucoup, en fait, à l'écoute de ces voix-là qu'on n'a pas encore entendues, de ces textes qui nous apprennent quelque chose sur le monde. Je ne vais pas voler ça à Rodney, mais il le dit souvent et j'aime beaucoup quand il le dit. Il dit « J'aime beaucoup quand je lis un texte et je me rends compte que le texte est plus intelligent que moi. » Il y a des manuscrits qu'on reçoit, qu'on remarque, qu'on décide de passer pour X, Y, Z raison, puis qui récoltent des grands succès ailleurs. Là, ça arrive tout le temps. Mais ça arrive pas juste à nous, ça arrive à tous les éditeurs. Mais il faut pas le voir comme manquer son coup. Faut le voir comme une rencontre qui n'a pas eu lieu. On a décidé à la courte échelle de publier un nombre restreint d'ouvrages par année. On a vraiment une petite production, entre 20 et 25 titres par année. Donc, il faut faire une sélection très, très rigoureuse. Une fois, François Gravel, il m'avait dit il y a beaucoup de livres publiés, il y a peut-être 10 % de livres que je considère qui valent la peine d'être publiés. Et moi, je veux viser, appartenir à ce 10 %. Une fois que le choix est fait d'éditer un texte, c'est le moment de rencontrer la personne qui l'a écrit. Et c'est une étape très importante, parce que la chimie doit être là. Il y a une réelle relation de confiance qui s'installe ensuite dans un processus de travail qui peut s'étirer sur plusieurs mois. Il faut savoir dès le départ, ça va fonctionner entre les deux personnes. Quand je rencontre un auteur pour la première fois, j'essaie pas de le convaincre, mais c'est sûr que c'est un peu stressant parce que t'espères que, en bon français, la vibe va être bonne. T'espères que ça va cliquer, qu'on va pouvoir travailler ensemble, que l'auteur va présumer que t'es de son bord, puis pas que tu veux travailler contre lui. Moi, je pense que je suis tout le temps du côté de l'auteur et du côté du livre, mais je l'ai fait travailler, puis je sais que je suis exigeante comme éditrice. C'est correct, mais il faut qu'il accepte ça. Puis je pense qu'à cette première rencontre-là, tu sais rapidement si la personne elle comprend dans quel sens tu veux travailler. Je me rappelle de ma première rencontre avec Brigitte Vaillancourt, qui m'avait fait parvenir son manuscrit qui est devenu le roman Les Marées, un roman pour ados. On s'est rencontrés dans un café pour discuter du texte, de ce que moi je pensais pouvoir lui apporter et de la perspective d'être publié chez nous. Elle m'avait dit d'emblée, elle dit « Moi, j'entrevois ça comme un mariage. » Elle voulait s'engager sur le long terme. Puis à chaque fois que je lui rappelle qu'elle m'a dit ça, la première fois où on s'est rencontrés, elle dit « Mon Dieu, j'étais donc bien intense. » Elle s'est engagée, effectivement, on s'est engagé sur le long terme avec elle. On a fait Les Marées. Les Marées a été finaliste au Prix des libraires, a été finaliste au GG. On a fait, quand on a lancé la collection Brise-Glace, elle a signé un texte dans Brise-Glace. Des années plus tard, quand elle a pondu un premier manuscrit pour adultes, elle me l'a envoyé, puis elle a dit, là, moi, je travaille pas avec personne d'autre, là. C'est toi mon éditrice, puis je change pas d'éditrice. J'ai dit, oui, inquiète-toi pas. C'est pas parce que c'est pas du jeunesse que je m'en occuperai pas. Puis on a continué. En ce moment, on est en train de travailler sur notre 4e projet ensemble. Je pense que les auteurs et les autrices, ils développent des liens de confiance envers les éditeurs et éditrices. C'est en quelque part, tu confies ton enfant. Tu veux avoir confiance que la personne va en prendre soin. Puis il y a des gens avec qui on aime travailler comme éditrice parce qu'on sait qu'ils vont bien aussi prendre les commentaires qu'on va faire. En fait, c'est plus qu'on sent qu'on apporte quelque chose au travail. Moi, je ne fais pas des commentaires juste pour le fun d'être négative en lisant un texte. C'est parce que je sens qu'on peut aller plus loin puis que la personne va être contente d'aller plus loin. Cette relation privilégiée s'illustre bien dans le partage des bons coups, comme nous le raconte Catherine de Boréal.
L'annonce des finalistes pour les prix du gouverneur général se fait toujours très tôt le matin. Et puis donc, vers 7 heures un matin, je tâtonne, je prends mon téléphone sur ma table de chevet, puis je regarde, puis je dis « Ah, Conseil des arts ». Et j'apprends que Les Marées de Brigitte Vaillancourt est finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie texte jeunesse. Et donc, à 7h02, j'appelle Brigitte parce que je tenais vraiment à lui annoncer cette nouvelle-là de vive voix. Évidemment, je l'ai réveillée. Brigitte, t'es finaliste au prix du gouverneur général. Je pense qu'elle tombe en bas de son lit. Puis c'était vraiment un beau moment parce que je sais que ce livre-là était très important pour elle, très personnel. Puis de le voir rayonner comme ça, c'était vraiment à la fois inattendu, inespéré et tellement merveilleux. Ça fait plaisir de pouvoir avoir ces liens-là avec les auteurs. Chut! C'est important de créer un lien fort avec les auteurs et autrices. D'ailleurs, ce lien de confiance dans l'écriture s'est construit aussi entre René et Yara lorsqu'ils ont coécrit le livre essentiel « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Tous les jours, Yara et moi, on se rencontre, on travaille sur des sujets qu'on appelle sensibles, mais qui ne sont pas pour nous sensibles. C'est des sujets qui concernent notre propre existence. C'est-à-dire comment intégrer le secte de l'humanité, comment refuser l'exclusion. On en parle tous les jours. Et puis un jour, j'ai appelé Yara pour lui dire, on va cesser de parler de racisme entre nous. On va cesser de créer l'entre-soi. On va écrire un livre sur le racisme. Je lui ai dit, mais la première condition, c'est que ça doit être le meilleur livre sur le racisme. La deuxième condition, c'est que c'est pas un livre qui va être un entre nous. C'est pas une espèce de conversation où on se plaint, voilà, telle chose, telle chose. On va intégrer dans la conversation les Blancs. Donc, on va pas être une Palestinienne, un Haïtien qui va dire, voilà, qui regarde, on va faire le livre le plus québécois qui existe. C'est-à-dire un livre pour les Québécois, en disant aux Québécois, et nous sommes des Québécois. C'est peut-être un livre qui est important pour nous. Ça nous a rapprochés beaucoup, Yara et moi, mais ça nous a rapprochés du Québec parce que beaucoup de gens lisent autrement. Le livre a connu un grand succès au Québec dès sa parution. Les lecteurs et lectrices ont eu tout de suite envie d'aller à la rencontre du texte et de prendre part à la discussion entamée par René et Yara. Et donc, on a commencé par nous-mêmes avec les racistes, en nous remettant nous-mêmes en question, en partageant nos premières fois à rencontrer le racisme. Et du coup, ça ouvre la porte, les gens se sentent en confiance et viennent vers nous. Et on a eu tellement de magnifiques rencontres partout à travers les régions du Québec grâce à ce livre-là. Alors qu'on peut penser que c'est un livre qui peut au contraire attiser les divisions ou la peur, c'est un livre qui a beaucoup, beaucoup rassemblé. Et c'est la preuve que, en fait, il n'y a aucun sujet qui est trop difficile à aborder si on le fait, mais vraiment avec un véritable souci du dialogue et de respect de l'autre. C'est définitivement un livre qui va continuer à faire son chemin. C'est là toute la force de la littérature. Il n'y a pas de date de péremption pour aller à la rencontre d'un texte. C'est exactement ce qu'a vécu René en découvrant le contrat racial. La première question que je me suis posée quand j'ai lu le contrat racial, je me dis, je serais une plus belle personne si j'avais lu ce livre il y a 30 ans. J'aurais mieux compris le monde. Le contrat racial a été écrit par Charles W. Mills en 1997. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour avoir un coup de foudre pour un manuscrit. Ou dans ce cas-ci, sentir l'urgence de le rendre disponible à un lectorat francophone. Et ça témoigne de la mission forte que se sont donnés René et Yara pour la suite de Mémoires d'Encrier. Tout le monde connaît le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais personne n'a réfléchi, n'a pensé que ce contrat-là excluait tout un pan de l'humanité. Et voilà que Charles Mills nous amène toute une autre lecture de l'histoire et qui nous permet aujourd'hui plus que jamais, en fait, le livre est effectivement très actualité parce que toutes les dynamiques que nous sommes en train de voir, on peut les comprendre en lisant le contrat racial.
On pourrait croire qu'une rencontre avec un texte, c'est un moment unique, un instant éphémère, à saisir au bon endroit, au bon moment. Mais pourtant, plusieurs œuvres, comme Le Contrat racial, ont été découvertes bien plus tard. Dans l'écosystème du livre, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les premiers mois de vie d'un texte. Et c'est malheureusement très, très décevant pour beaucoup d'éditeurs, pour beaucoup d'auteurs. Mais nous, ce qu'on dit souvent au Boréal, c'est que on s'engage avec un auteur pour son œuvre. Puis son œuvre, ben, s'arrête pas avec un livre. Il y a des auteurs qui sont découverts pas à leur premier roman, qui sont découverts à leur deuxième, troisième, quatrième roman. Mais les autres d'avant, ils continuent d'exister. Il y a quelqu'un qui va découvrir un auteur à son troisième roman, qui va ensuite aller revisiter ce qu'il a écrit auparavant. Donc, l'œuvre continue d'exister, l'œuvre se construit un livre à la fois. Puis, il faut pas perdre ça de vue non plus. Aller à la rencontre d'un nouveau texte, c'est tout un vertige qui peut mener à une vaste gamme d'émotions fortes. Mais les choix sont pas toujours faciles à faire, même lorsque les éditeurs et éditrices ont un véritable coup de cœur pour la proposition. Cela dit, lorsque la magie opère, ça peut mener à des rencontres humaines inoubliables et des livres marquants pour des générations, comme nous l'ont si bien raconté Carole de La Courte Échelle, Catherine de Boréal et René Yara de Mémoire d'Encrier. L'étape de la rencontre vient néanmoins avec une prise de risque. Les décisions qui s'ensuivent sont loin d'être évidentes et surtout, elles ne sont jamais garantes d'un succès. Mais ce risque fait partie intégrante des métiers de l'édition. C'est d'ailleurs ce que nous explorons dans le prochain épisode du balado, appelé « Entreprendre ». Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Caisse de la culture des Jardins.